En 1950, à une table de déjeuner à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, le physicien Enrico Fermi posa sa fourchette et posa une question à laquelle personne n'a pu répondre en 75 ans. Où sont tous les autres? Où sont tous les autres? Il avait fait des calculs mentaux pendant tout le trajet jusqu'à la cafétéria. Il était l'un des plus grands calculateurs intuitifs de tous les temps. Un homme capable d'estimer la puissance d'une explosion nucléaire en jetant des bouts de papier dans l'onde de choc. Et les chiffres qu'il analysait lui révélaient quelque chose de profondément anormal. La Voie lactée contient environ 400 milliards d'étoiles. Des milliards d'entre eux sont plus vieux que notre Soleil, de 5, 6, voire 8 milliards d'années. Les planètes rocheuses situées dans des zones habitables ne sont pas rares. Ils sont partout. La chimie de la vie est dispersée à travers la galaxie comme de la poussière. Tous les facteurs mesurables indiquent que la galaxie devrait regorger de civilisations intelligentes. Les signaux devraient saturer toutes les fréquences. Des sondes auraient dû visiter tous les systèmes stellaires, y compris le nôtre, il y a des millions d'années. Les calculs mathématiques indiquent que nous devrions être encerclés. Mais lorsque nous pointons nos télescopes vers l'extérieur et que nous écoutons, nous n'entendons rien. Silence absolu. Il y a quelque chose dans nos hypothèses qui est catastrophiquement faux. Et toute tentative pour comprendre ce qui se passe nous mène là où nous ne voulons pas aller. Commençons. L'ampleur du problème commence avec la galaxie elle-même. 400 milliards d'étoiles réparties sur un disque de 100 000 années-lumière de diamètre. Si vous commenciez à compter ces étoiles à raison d'une par seconde, vous auriez commencé avant l'invention de l'agriculture et vous n'auriez toujours pas terminé aujourd'hui. Notre Soleil s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années. Cela paraît ancestral, mais à l'échelle galactique, cela fait de nous des nouveaux venus. Les étoiles les plus anciennes de la Voie lactée brûlent depuis plus de 13 milliards d'années. Quoi qu'il se soit passé sur Terre, le processus de formation des planètes et d'évolution biologique aurait pu commencer autour d'autres étoiles des milliards d'années avant l'existence de notre système solaire. Des milliards d'années, ce n'est pas une marge. C'est une avance presque incompréhensible. La vie sur Terre est passée d'organismes unicellulaires à une espèce capable de scinder les atomes en environ 4 milliards d'années. Une civilisation apparue autour d'une étoile plus ancienne, même une civilisation ayant évolué au même rythme lent que la vie sur Terre, aurait pu atteindre sa maturité technologique avant l'apparition du premier microbe dans nos océans. Et les planètes habitables ne sont pas rares. Le télescope spatial Kepler de la NASA, qui a observé plus de 150 000 étoiles entre 2009 et 2018, a découvert qu'environ une étoile semblable au Soleil sur 5 abrite au moins une planète rocheuse dans la zone habitable. Appliquez ce ratio à la Voie lactée, et vous obtenez environ 11 milliards de mondes potentiellement habitables de la taille de la Terre, rien que dans notre galaxie. Si l'on élargit ce décompte aux planètes orbitant autour d'étoiles naines rouges, qui sont bien plus nombreuses que les étoiles semblables au Soleil, le nombre grimpe à des dizaines de milliards. Les matières premières nécessaires à la vie ne se limitent pas non plus à la Terre. Les astronomes ont détecté des molécules organiques complexes dans les nuages de gaz interstellaires, dans les fragments de comètes et dans les météorites qui tombent à la surface de la Terre. Les acides aminés se forment naturellement dans l'espace. L'eau est l'une des molécules les plus répandues dans l'univers. Les ingrédients chimiques nécessaires à la biologie sont disséminés à travers la galaxie comme des graines dans un champ. C'est là le fondement du paradoxe. La galaxie est ancienne. Les planètes habitables sont nombreuses. La chimie de la vie est un phénomène courant. Le temps disponible est immense. Et pourtant, nous ne voyons rien. Oublions maintenant complètement les signaux et concentrons-nous sur l'expansion physique. En 1980, le physicien Frank Tipler a démontré qu'une civilisation n'a pas besoin de voyages supraluminiques ni de technologies exotiques pour coloniser toute la galaxie. Il suffit de sondes autoréplicatives. Un unique vaisseau spatial robotisé voyage vers une étoile proche à 10% de la vitesse de la lumière. À son arrivée, il utilise les ressources locales, astéroïdes, comètes, poussière,
pour construire des copies de lui-même. Ces copies sont lancées vers d'autres systèmes stellaires. Le processus se répète. Croissance exponentielle appliquée aux distances interstellaires. Les résultats mathématiques sont frappants. Même en tenant compte des temps de voyage et des retards de construction, une seule vague de sondes autoréplicatrices pourrait visiter chaque système stellaire de la Voie lactée en environ 1 à 10 millions d'années. Ça me paraît long. À l'échelle galactique, c'est un lien oculaire. Cette galaxie existe depuis plus de 13 milliards d'années. 10 millions d'années représentent moins d'un centième de 1% de cette histoire. Si une seule civilisation, n'importe où dans la Voie lactée, et à n'importe quel moment des 13 milliards d'années d'histoire de la galaxie, avait lancé des sondes autoréplicatrices, ces sondes auraient atteint toutes les étoiles depuis longtemps, y compris la nôtre. Avant d'aller plus loin, si vous avez la gentillesse, un petit « j'aime » et un clic sur « s'abonner » me ferait énormément plaisir. C'est un petit geste, mais je le tiens avec une profonde gratitude, car chaque parcelle de votre soutien maintient ce minuscule univers en vie. La recherche de preuves a été approfondie, et le résultat est toujours le même. Frank Drake a mené la première recherche délibérée, en 1960, en pointant un radiotélescope vers 2 étoiles proches et en écoutant. Silence. Le télescope Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio a scruté le ciel tout au long des années 1970. Le 15 août 1977, il a enregistré un signal à bande étroite si puissant que l'astronome Jerry Ehman a entouré l'impression et a écrit le mot « Wow » dans la marge. Le signal a duré 72 secondes. Elle venait de la direction du Sagittaire. Elle portait les marques d'une transmission artificielle. Pendant un bref instant, on a cru à un contact, mais le signal « Wow » n'a plus jamais été détecté. Des centaines d'observations ultérieures de la même portion de ciel n'ont rien donné. Sans répétition, les scientifiques n'ont pas pu confirmer son origine. Elle demeure la détection la plus prometteuse de l'histoire du programme SETI, et simultanément l'une de ses plus grandes frustrations. L'initiative moderne la plus ambitieuse est Breakthrough Listen, lancée en 2015 avec un financement de 100 millions de dollars, utilisant le télescope Green Bank et l'observatoire Parkes, pour étudier le million d'étoiles les plus proches, l'ensemble du plan galactique et les 100 galaxies les plus proches. En 2025, elle avait cartographié des millions de systèmes stellaires. Le résultat est le silence. En 2020, des astronomes australiens utilisant le réseau Murchison-Whitefield Array ont publié le relevé radio le plus complet de ce type, observant plus de 10 millions de sources stellaires sans aucune détection. En 2015, une étude distincte a examiné environ 100 000 galaxies à la recherche de signatures infrarouges, compatibles avec des civilisations s'étendant sur plusieurs galaxies et exploitant l'énergie stellaire grâce à des structures de Dyson. Rien. La sonde Gaia a cartographié les positions et les mouvements de près de 2 milliards d'étoiles. Aucune anomalie compatible avec des travaux d'ingénierie à grande échelle. Même notre propre système solaire a été examiné à la recherche d'artefacts que des sondes autoréplicatrices auraient pu laisser sur la Lune, sur des astéroïdes ou en des points d'équilibre gravitationnellement stables. La surface de la Lune conserve des traces remontant à des milliards d'années. Ce registre ne porte aucune trace de visite. En juillet 2025, l'objet interstellaire désigné 3I Atlas a traversé notre système solaire. Seulement, le 3e objet confirmé provenant de l'extérieur de la zone d'influence gravitationnelle de notre Soleil. Breakthrough Listen a immédiatement pointé ses télescopes sur la source, à la recherche de tout signal artificiel. Ils n'ont rien trouvé. Pas une transmission, pas une balise, pas un murmure, juste de la glace et de la poussière tombant dans le vide sur une trajectoire qui les ramènera dans l'espace interstellaire sans jamais être remarqués par quiconque aurait pu les envoyer. Le silence ne se limite pas à notre environnement immédiat. Elle s'étend aussi loin que nos instruments peuvent atteindre. Et avec chaque année qui passe, avec chaque nouveau télescope, chaque étude élargie,
Chaque nouvelle hôte interstellaire examinée et jugée naturelle, le silence ne fait que s'approfondir. La question se précise donc. Si la galaxie a eu largement assez de temps, largement assez de planètes, largement assez de réactions chimiques et largement assez d'opportunités pour que la vie intelligente apparaisse et se répande, pourquoi est-elle vide? Pourquoi, après 75 ans de recherche menée avec des instruments de sensibilité croissante sur de multiples longueurs d'onde, ne trouvons-nous rien? Les réponses possibles ne sont pas toutes équivalentes. Certains gardent espoir. Si la vie elle-même est extraordinairement rare, alors ce silence signifie que nous sommes spéciaux, une anomalie cosmique dans une galaxie vide, et que notre existence est d'une valeur inestimable. Mais d'autres réponses sont bien moins rassurantes. Si la vie est banale et l'intelligence accessible, alors ce silence implique quelque chose de plus sombre. Que les civilisations échouent régulièrement. Qu'ils se heurtent à des barrières qu'ils ne peuvent pas surmonter. Cette intelligence porte en elle les germes de sa propre destruction. En 1998, un économiste du nom de Robin Hansen a donné un nom à cette idée. Il l'appelait le grand filtre. Entre la formation d'une planète habitable et l'émergence d'une civilisation galactique, il existe au moins une étape d'une difficulté quasi impossible. Une barrière si improbable, si mortelle, que pratiquement rien ne peut la franchir. La théorie du grand filtre explique ce silence en suggérant que le chemin menant de la roche morte à la civilisation interstellaire comporte un goulot d'étranglement si important qu'il élimine presque toutes les espèces qui tentent de le franchir. La question qui détermine si cette idée est source d'espoir ou d'angoisse existentielle est simple. Où se trouve le filtre? Si cette difficulté est surmontée dès une étape primordiale, comme l'origine de la vie, alors nous avons déjà passé l'épreuve la plus difficile. Nous sommes rares. Nous sommes chanceux. La galaxie est vide, parce que la chance n'a jamais souri à personne d'autre. Mais si le filtre se trouve devant nous, à une étape que nous n'avons pas encore atteinte, alors le silence n'est pas une curiosité, c'est un avertissement. Cela signifie que les civilisations comme la nôtre, les civilisations qui construisent des radiotélescopes, qui divisent les atomes et qui se posent la question de ferme, échouent régulièrement à survivre à ce qui suit. Quelque chose les détruit. Quelque chose de si fiable et de si complet qu'après des milliards d'années et des milliards de tentatives, presque rien ne parvient à le franchir. Cette expérience se déroule depuis 13 milliards d'années dans la galaxie. Le résultat attendu était un cosmos bourdonnant d'intelligence. Le résultat observé est un silence total. Et l'écart entre ces deux situations est le plus inquiétant de toute la science, car quelque chose filtre l'intelligence hors de la galaxie. Quelque chose maintient le ciel nocturne silencieux. Et nous ne savons pas encore si cette chose a déjà tenté de nous arrêter ou si elle attend encore. Les solutions faciles sont les premières à échouer. Ils le font toujours. Lorsque le silence est aussi absolu, les explications rassurantes sont les premières à s'effondrer sous leur propre poids. Peut-être existent-ils, mais choisissent-ils de ne pas nous contacter? L'hypothèse du zoo, proposée par l'astronome John Bee en 1973, suggère que des civilisations avancées connaissent déjà la Terre. Ils nous ont repérés. Ils nous observent peut-être en ce moment, mais ils ont délibérément choisi de ne pas intervenir. La manière dont une chercheuse en faune sauvage observe les animaux aux jumelles sans se faire remarquer. L'idée est élégante. Cela reflète quelque chose que font les humains. Nous créons des réserves naturelles. Nous débattons des questions d'éthique liées au contact avec les tribus non contestées. Une civilisation des millions d'années en avance sur la nôtre pourrait appliquer des principes similaires à une espèce qui débat encore de la politique climatique et publie des photos de ses repas sur Internet. Mais l'hypothèse du zoo présente une faiblesse fatale. Pour que cela explique le silence total que nous observons, chaque civilisation de la galaxie doit parvenir indépendamment à la même décision. Pas la plupart, absolument tous. Sur des milliards d'années et potentiellement des milliers d'intelligences ayant évolué indépendamment, aucune espèce, aucune faction au sein d'une espèce, aucun individu ayant accès à un émetteur n'a jamais enfreint la quarantaine. La civilisation humaine ne peut parvenir à un consensus entre les nations d'une même planète.
L'idée que des milliers de civilisations extraterrestres, séparées par d'immenses distances et opérant sous des pressions évolutives totalement indépendantes, puissent s'accorder à l'unanimité sur une politique comportementale unique dépasse l'entendement. Un seul transfuge suffit. Une civilisation qui décide de transmettre. Une sonde qui pénètre accidentellement dans notre système solaire. Sur des milliards d'années, la probabilité d'une conformité universelle parfaite tend vers zéro. Peut-être que la galaxie est tout simplement trop grande. L'espace est immense. Le signal s'affaiblit avec le carré de la distance. Même la lumière, l'élément le plus rapide de l'univers, met 100 000 ans pour traverser la Voie lactée. Peut-être que personne ne peut joindre personne. Cela paraît intuitif, et c'est presque certainement une explication erronée dans son intégralité. La distance est un obstacle à la conversation, mais elle n'est pas un obstacle à l'expansion sur le long terme. Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, même une expansion lente à une fraction de la vitesse de la lumière remplit la galaxie en quelques millions d'années. La galaxie a eu suffisamment de temps pour que ce processus s'achève plus de 1000 fois. La distance rend la communication en temps réel impossible. Cela ne rend pas la colonisation impossible. Peut-être les civilisations avancées se replient-elles sur elles-mêmes. Ils développent des réalités virtuelles si convaincantes que l'exploration physique du cosmos perd tout son attrait. Pourquoi traverser le vide interstellaire quand on peut construire des mondes infinis à l'intérieur d'un ordinateur? C'est une possibilité véritablement fascinante, mais elle requiert l'universalité. Chaque civilisation doit faire ce choix de manière indépendante. Aucune espèce, dans toute l'histoire de la galaxie, ne choisit de rester physiquement active. Même si 99% se tournent vers l'intérieur, le 1% restant aurait dû remplir la galaxie plusieurs fois. Les civilisations expansionnistes sont, par définition, celles qui laissent des traces. Peut-être communiquent-ils par des méthodes que nous ne pouvons pas détecter. Ondes gravitationnelles, faisceaux de neutrinos, protocoles quantiques, technologies que nous n'avons pas encore découvertes. Il se pourrait que la galaxie vibre de conversations extraterrestres sur des canaux que nous n'avons pas les instruments pour capter. Mais même si des civilisations avancées adoptent des méthodes exotiques, la période de transition durant laquelle elles utilisent le rayonnement électromagnétique, qui peut durer des siècles, devrait laisser des traces. Une galaxie pleine de civilisations à différents stades de développement devrait inclure certaines encore au stade de la radio. L'absence de signaux, même primitifs, émanant de civilisations en transition, exige une explication. Chacune de ces idées recèle un aspect plausible. Aucune de ces solutions, prises individuellement ou combinées, ne résout le paradoxe tant que le nombre attendu de civilisations reste même modérément élevé. Avec 400 milliards d'étoiles, des milliards d'années d'avance et des dizaines de milliards de mondes habitables, même la combinaison la plus audacieuse d'explications partielles prédit que quelque chose devrait être visible quelque part. Le silence n'est pas simplement calme, c'est absolu. C'est ce qui pousse l'enquête vers le grand filtre. Si les solutions faciles ne fonctionnent pas, il faut envisager la solution difficile. Quelque chose empêche les civilisations d'atteindre le point où elles laisseraient une empreinte durable sur la galaxie. Quelque chose les élimine. La question est où? Commencer par le tout début. La biogenèse, le moment où la chimie est devenue biologie, où les molécules ont cessé de simplement réagir et ont commencé à se copier elles-mêmes. La vie est apparue sur Terre relativement rapidement, quelques centaines de millions d'années seulement, après que la surface se soit suffisamment refroidie pour que le haut liquide puisse persister. Certains scientifiques interprètent cela comme une preuve que la biogenèse est facile. Mais nous n'avons qu'un seul échantillon. La vie sur Terre est apparue une seule fois. Tous les organismes vivants de cette planète, des bactéries aux baleines bleues, partagent le même code génétique, les mêmes acides aminés, la même biochimie de base. Si la vie apparaissait facilement, on pourrait s'attendre à ce qu'elle ait eu lieu à plusieurs reprises et de manière indépendante. Nous ne constatons pas que, malgré des décennies d'efforts, aucun laboratoire n'ait réussi à produire une cellule autoréplicatrice à partir de rien. L'écart entre les acides aminés contenus dans un flacon et ceux d'une cellule vivante fonctionnelle demeure énorme. Il est possible que l'abiogenèse soit le grand filtre.
Le fait que la transition d'une chimie complexe à un système vivant soit si incroyablement improbable qu'elle ne se soit produite qu'une poignée de fois dans toute l'histoire de la galaxie. Si cela est vrai, la galaxie pourrait être remplie de planètes dotées d'océans, d'atmosphères et d'une chimie organique riche, mais dépourvue de vie. Dans ce scénario, la Terre est une gagnante de la loterie cosmique, et le silence est le son d'un univers où le premier pas est presque impossible. Si c'est le cas, le plus dur est derrière nous. Mais allons de l'avant. La vie est apparue sur Terre il y a 4 milliards d'années. Pendant les 2 milliards d'années suivantes, toute vie fut constituée d'organismes unicellulaires, bactéries et archées microscopiques, simples, efficaces mais fondamentalement limités. Puis, il y a environ 1,5 à 2 milliards d'années, un événement extraordinaire s'est produit. Un organisme unicellulaire a englouti une bactérie. Au lieu de la digérer, la cellule hôte l'a maintenue en vie. Au fil du temps, la bactérie engloutie a évolué en mitochondries, les organites qui alimentent chaque cellule complexe sur Terre. Cet événement, l'endosymbiose, a donné naissance aux cellules eucaryotiques. Chaque animal, plante, champignon et organisme vivant sur cette planète descend de cette unique fusion. En 2 milliards d'années de vie microbienne, avec des milliards d'interactions cellulaires se produisant chaque jour, cette fusion particulière s'est produite une seule fois. Le biologiste évolutionniste Nick Lane, de l'University College London, a soutenu que les contraintes énergétiques pesant sur les cellules simples rendent la complexité presque impossible sans l'apport énergétique spécifique fourni par les mitochondries. Et l'acquisition de mitochondries a nécessité un événement exceptionnel. Si Lane a raison, la plupart des planètes abritant la vie pourraient rester bloquées définitivement au stade microbien. Des océans grouillants de bactéries, aucune voie vers la complexité. Pas d'animaux, pas de plantes, pas de cerveau. L'univers pourrait regorger de mondes vivants qui, vus de loin, apparaissent aussi morts que Mars, car la vie n'y a jamais fait le saut. Avancez encore. Des cellules complexes sont apparues. Des organismes multicellulaires ont suivi. Les animaux se sont diversifiés. Au cours des 540 derniers millions d'années, des centaines de millions d'espèces distinctes ont évolué sur Terre. Les trilobites ont dominé les mers pendant près de 300 millions d'années. Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant plus de 160 millions d'années. Les insectes prospèrent depuis 400 millions d'années. Parmi ces centaines de millions d'espèces ayant existé au fil du temps, une seule a développé une intelligence technologique. 1. Le paléontologue Stephen Jay Gould a soutenu que si l'on pouvait rembobiner la bande de l'évolution et la repasser, l'intelligence pourrait ne jamais réapparaître. Ce n'est pas une destination inévitable. C'est un imprévu, un accident statistique. La plupart des organismes qui réussissent n'en ont jamais besoin. Les requins ont survécu pendant 450 millions d'années, sans même se soucier des radiotélescopes. Chacune de ces transitions est une candidate pour le filtre. L'origine de la vie, l'origine des cellules complexes, l'origine de l'intelligence. Chacune pourrait constituer un goulot d'étranglement. Et si l'un d'eux constitue le filtre principal, cela laisse entrevoir un espoir. Le plus dur est derrière nous. Nous sommes déjà passés par le chat de l'aiguille. La galaxie est silencieuse, car presque rien d'autre n'est jamais arrivé aussi loin. Mais il existe une autre possibilité, et c'est celle qui change tout. Et si le filtre n'était pas derrière nous? Et s'il est devant? Considérons la chronologie de la technologie humaine. Pendant près de 300 000 ans, des humains anatomiquement modernes ont existé sans produire quoi que ce soit de détectable provenant d'un autre système stellaire. Puis, en un éclair étonnamment bref, tout a changé. L'agriculture il y a 10 000 ans. L'écriture remonte à 5 000 ans. La révolution scientifique à 400 ans. La révolution industrielle à 250 ans. Et nous avons fissuré l'atome il y a 80 ans. Nous avons marché sur la Lune il y a 56 ans. Nous avons créé une intelligence artificielle capable de générer un raisonnement semblable à celui des humains il y a moins de 10 ans. Des outils de pierre aux armes nucléaires en un instant cosmique. Et voici le détail qui rend cet instant si dangereux.
Cette même accélération qui nous a rendus détectables nous a aussi rendus capables de nous autodétruire. Nous avons développé, au cours de la même décennie, la capacité d'émettre des signaux radio dans l'espace et celle d'anéantir une civilisation grâce à des armes nucléaires. La visibilité et l'autodestruction sont apparues simultanément. L'histoire recèle des moments où la survie d'une civilisation a reposé sur le jugement d'un seul individu, soumis à une pression extrême et disposant d'informations incomplètes. En 1983, l'officier soviétique Stanislav Petrov a choisi de ne pas signaler ce qui semblait être 5 missiles nucléaires américains en approche, détectés par un satellite d'alerte précoce. Son jugement selon lequel il s'agissait d'une fausse alerte était correct. En octobre 1962, à bord d'un sous-marin soviétique près de Cuba, incapable de communiquer avec Moscou, 2 des 3 officiers supérieurs votèrent pour le lancement d'une torpille-nucléaire sur des navires de guerre américains. Le 3e, Vassili Archipov, a refusé. Un seul vote dissident concernant un sous-marin coupé du monde extérieur a empêché ce qui aurait pu être le premier acte d'une guerre thermonucléaire. En 1995, une fusée de recherche norvégienne a déclenché les protocoles d'alerte nucléaire russes. Le président Boris Yeltsin n'avait que quelques minutes pour décider s'il ordonnait une frappe de représailles. Il a choisi d'attendre. À chaque fois, la survie dépendait non pas de la robustesse des systèmes, mais du jugement humain individuel. Ce n'est pas une formule qui garantit une fiabilité à long terme. Maintenant, étendons ces calculs mathématiques à l'échelle du temps profond. Imaginez une civilisation qui a 2% de chance de s'autodétruire par siècle. Ces probabilités semblent gérables. 98% de survie par siècle. Mais augmentez cette probabilité. Après 1000 ans, la probabilité de survie cumulée chute à environ 82%. Après 5000 ans, 36%. Après 10 000 ans, 13%. Après 50 000 ans, moins d'1%. Il faudrait qu'une civilisation survive pendant des millions d'années pour laisser une empreinte durable permettant de résoudre le paradoxe de Fermi. Avec une probabilité de 2% par siècle, la probabilité de durer 1 million d'années s'arrondit à 0. C'est le cadrage le plus glaçant de ce filtre exceptionnel. Cela ne nécessite pas une seule catastrophe dramatique. Elle n'a besoin ni d'astéroïdes ni de super-armes. Cela suppose seulement que les civilisations technologiques soient intrinsèquement instables sur de longues périodes. Que les outils qu'ils conçoivent pour se développer sont les mêmes outils qui peuvent les détruire. Que la marge entre prospérité et effondrement demeure perpétuellement mince. Qu'au fil des siècles, quelque chose finit toujours par mal tourner. Non pas parce que l'univers est hostile, mais parce que l'intelligence est puissante. Et la puissance sans sagesse parfaite, maintenue à travers les âges géologiques, sans une seule erreur fatale, est peut-être une condition que rien dans l'univers n'a jamais atteinte. Et il existe une version de cet argument qui est pire que l'autodestruction, car la destruction implique au moins un moment, un événement, une guerre, une épidémie, une catastrophe, quelque chose de dramatique qu'une espèce pourrait en théorie apprendre à éviter. Le pire scénario n'est pas la destruction. C'est un remplacement. Tout au long de l'histoire de l'humanité, chaque génération d'outils a été plus puissante et plus autonome que la précédente. La pierre a cédé la place au bronze. Les systèmes mécaniques ont cédé la place au numérique. Les systèmes numériques cèdent désormais la place à l'intelligence artificielle. Cette trajectoire indique un seuil où l'intelligence artificielle surpassera les capacités cognitives humaines dans tous les domaines. Et ce qui se passe après ce seuil dépend entièrement des objectifs des systèmes artificiels. Les pulsions humaines, la curiosité, le désir d'explorer, le besoin incessant de voir ce qui se trouve au-delà de l'horizon sont des produits de l'évolution biologique. L'intelligence artificielle n'a pas d'histoire évolutive. Il n'a aucun instinct d'exploration. Elle ne manifeste de curiosité que si celle-ci a été explicitement intégrée à son architecture. Une civilisation post-biologique pourrait être totalement invisible. Non pas parce qu'elle se cache, non pas parce qu'elle a choisi de se replier sur elle-même, mais parce qu'elle se moque tout simplement des choses qui pourraient la rendre détectable. Elle ne diffuse pas de messages, car la communication avec des entités inconnues
ne sert pas ses objectifs. Elle ne construit pas de mégastructures, car la production d'énergie au-delà des besoins immédiats n'est pas pertinente pour ses objectifs. Elle trône sur sa planète d'origine et poursuit ses propres desseins incroyables, dans un silence absolu. Si cette transition est fréquente, la galaxie pourrait être peuplée non pas de civilisations biologiques silencieuses, mais de machines silencieuses, des entités techniquement présentes, mais qui ne produisent aucun signal que nous pourrions jamais reconnaître. Le filtre n'est pas synonyme de mort. Le filtre est une transformation en quelque chose qui n'a plus de raison d'être vu. L'éventualité la plus terrifiante de toutes est qu'il n'existe aucun filtre unique. En revanche, chaque étape de la chaîne est modérément difficile. La vie est plutôt rare. Les cellules complexes sont plutôt improbables. L'intelligence est quelque peu improbable. Les civilisations sont quelque peu instables. Les succès artificiels sont relativement indifférents. Et lorsque l'on multiplie toutes ces improbabilités modérées, le résultat cumulatif est un filtre si sévère que presque rien ne parvient du début à la fin. Comme un couloir avec 50 portes, chacune ouverte 90% du temps. N'importe quelle porte simple est facile. La probabilité de passer les 50 points de contrôle sans être arrêté est inférieure à 1%. Si le grand filtre est composé, aucune découverte unique ne permet de le résoudre. Il n'y a pas un moment où l'on puisse dire que le plus dur est terminé. Le filtre est omniprésent, réparti tout au long du trajet, prélevant un petit inconvénient à chaque étape jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. Le silence de la galaxie est cohérent avec un filtre fonctionnant avec une efficacité redoutable. Quelque chose empêche les civilisations de peupler le cosmos, et les preuves ne nous indiquent pas quelle réponse est correcte. Ce que cela fait, c'est restreindre les possibilités d'une manière qui devrait profondément mettre mal à l'aise quiconque y prête attention. Car chaque réponse, qu'elle place le filtre derrière nous, devant nous, ou qu'il soit réparti sur toute la chaîne, a des implications qui vont bien au-delà de l'astronomie. Elles abordent la question de ce qu'est l'intelligence, à quoi elle sert, et de savoir si les qualités que nous apprécions le plus chez nous, notre curiosité, notre ambition, notre refus d'accepter les limites de notre monde, sont des caractéristiques universelles de l'esprit, ou un accident temporaire, propre à une espèce particulière sur une planète particulière. Cette question ne se trouve pas quelque part dans les étoiles. Elle se trouve au siècle prochain, dans les choix que nous faisons concernant les technologies que nous développons actuellement. Quant à savoir si nous développerons la sagesse à la hauteur du pouvoir que nous avons déjà accumulé. Et quant à savoir si nous deviendrons la civilisation qui brisera enfin le silence ou la prochaine espèce inscrite dans un catalogue d'espèces qui ont brillé intensément et brièvement sans laisser de traces que l'univers puisse lire. Il existe une manière de visualiser le paradoxe de Fermi qui permet d'en ressentir pleinement le poids. Imaginez la Voie lactée comme une pièce sombre de 100 mètres de long. Chaque civilisation qui a jamais vu le jour est comme une allumette froissée quelque part le long de cette pièce. L'allumette s'enflamme, brûle un instant, puis s'éteint. Si l'on allumait 1 million d'allumettes à des endroits aléatoires dans cette pièce pendant 13 milliards d'années, la plupart brûleraient seules. 2 allumettes ne seraient jamais allumées en même temps. Un visiteur entrant dans la pièce à n'importe quel moment ne trouverait que l'obscurité. La pièce n'était jamais vide. Il était rempli d'allumettes. Mais aucun d'eux n'a vécu assez longtemps pour se revoir. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous brûlons depuis environ 1 siècle. Si l'on mesure à partir du moment où nous sommes devenus visibles électromagnétiquement pour le cosmos, à partir des premières transmissions radio suffisamment puissantes pour se propager dans l'espace. 1 siècle sur 13,8 milliards d'années. La flamme est vive. Nous pouvons en sentir la chaleur. Nous pouvons voir grâce à sa lumière. Mais la pièce est immense et l'obscurité de chaque côté de nous est très, très longue. L'idée la plus troublante du paradoxe de Fermi n'est pas que nous soyons seuls, c'est que nous pourrions être ordinaires. Que des civilisations comme la nôtre apparaissent régulièrement à travers la galaxie, développent des radiotélescopes, des réacteurs nucléaires et des ordinateurs, posent la question de ferme, entendent le même silence que nous, puis disparaissent en quelques siècles. Non pas parce qu'ils ont manqué de chance, mais parce que ce schéma est inscrit dans leur nature,
car une intelligence suffisamment puissante pour remodeler une planète est aussi suffisamment puissante pour la détruire. Et la distance entre ces deux capacités n'est pas un fossé à franchir. Il s'agit d'un seuil unique, atteint simultanément, sans mode d'emploi et sans seconde chance. Le biologiste évolutionniste Ernst Mayr a explicitement avancé cet argument. Il a souligné que l'intelligence, mesurée par la capacité à manipuler l'environnement grâce à la technologie, n'existe sur Terre que depuis une période infime. Notre espèce est plus jeune que de nombreuses formations géologiques. L'agriculture n'occupe que les 3% restants de notre existence. La capacité d'autodestruction nucléaire existe depuis une seule génération humaine. Comparez cela à la durée de vie d'autres stratégies biologiques réussies. La photosynthèse fonctionne depuis 3,5 milliards d'années. La multicellularité a connu un succès retentissant pendant plus d'1 milliard d'années. Les insectes dominent les écosystèmes terrestres depuis 400 millions d'années. L'intelligence, en revanche, n'existe que depuis un clin d'œil et a déjà engendré les moyens de sa propre élimination. La conclusion de Mayr était sans détour. L'intelligence peut être une mutation mortelle, un trait qui confère d'énormes avantages à court terme, la capacité de surpasser toutes les autres espèces, de récolter de l'énergie à l'échelle planétaire, de remodeler des écosystèmes entiers, mais qui recèle un défaut fatal à long terme. Le même pouvoir qui permet la domination permet aussi l'autodestruction. Et si l'autodestruction est l'issue la plus probable à long terme, alors l'intelligence n'est absolument pas une stratégie évolutive efficace. C'est une impasse spectaculaire. Aucune bactérie n'a jamais construit d'arme capable de stériliser sa propre planète. Aucune colonie d'insectes n'a jamais déstabilisé le système climatique qui la soutient. Ce sont là des réalisations d'une intelligence exceptionnelle, si tant est que le mot « réalisation » soit approprié. Considérons maintenant ce qui se passe lorsqu'une civilisation sombre dans l'obscurité. Il s'agit d'une dimension du problème qui reçoit étonnamment peu d'attention. Sur Terre, les traces physiques de la civilisation humaine sont d'une fragilité surprenante. Les structures en bois se dégradent en quelques décennies. L'acier se corrode en quelques siècles. Le béton se dégrade en quelques milliers d'années. La grande pyramide de Gizeh, l'une des structures les plus durables jamais construites par l'homme, s'érode visiblement après 4000 ans. Dans 10 000 ans, ce ne sera plus qu'un monticule à peine reconnaissable. Dans 100 000 ans, les processus géologiques auront effacé pratiquement toute trace de construction humaine. Dans 1 million d'années, un archéologue d'un autre système stellaire visitant la Terre ne trouverait presque rien indiquant qu'une civilisation technologique y ait jamais existé. Quelques rapports isotopiques inhabituels dans les roches sédimentaires. Une fine couche de particules de plastique et de retombées radioactives, mais aucun bâtiment, aucune route, aucune machine, rien qui puisse être reconnu comme le produit de l'intelligence. Étendez cela aux distances interstellaires. Une civilisation disparue sur une planète située à 40 années-lumière serait totalement invisible à nos télescopes. Nous ne pouvons pas distinguer les caractéristiques de surface des exoplanètes. Nous pouvons à peine détecter leur atmosphère. Les ruines d'une cité extraterrestre. Une autoroute en ruine. Un réseau satellitaire abandonné. Rien de tout cela ne serait perceptible à travers le gouffre qui sépare les étoiles. Même les structures métalliques en orbite finissent par se désorbiter ou s'éloigner. Une fois la transmission interrompue, les signaux radio continuent de se propager à la vitesse de la lumière, mais s'affaiblissent avec le carré de la distance et tombent en dessous du seuil de bruit du fond diffus cosmologique en quelques dizaines d'années-lumière. La galaxie pourrait être jonchée des vestiges de civilisations disparues, et nous ne le saurions jamais. Des millions d'espèces auraient non pu apparaître, construire de grandes choses, se poser la question de ferme et disparaître, sans laisser de traces détectables à travers les distances interstellaires. Le silence que nous entendons ne prouve pas que les civilisations n'ont jamais existé. C'est la preuve que les civilisations ne durent pas assez longtemps pour être entendues. Les ruines ne diffusent pas. Les ruines ne construisent pas de sphères de Dyson. Les ruines n'envoient pas de sondes vers les étoiles voisines. Les ruines disparaissent lentement. Le paradoxe de Fermi met en lumière une chose sans ambiguïté. Quelle que soit l'explication correcte,
Intelligence et survie ne sont pas synonymes. La capacité de comprendre l'univers ne garantit pas la capacité d'y survivre. Une espèce peut être brillante et pourtant avoir une durée de vie brève. Une civilisation peut être magnifique et pourtant fragile. L'histoire de la vie sur Terre est remplie d'organismes qui étaient parfaitement adaptés à leur environnement et qui ont été anéantis lorsque ces environnements ont changé. L'intelligence ajoute de nouveaux outils à la panoplie de survie, mais elle ajoute aussi de nouvelles façons d'échouer. Et les modes de défaillance des civilisations intelligentes peuvent être fondamentalement différents de ceux de tout autre organisme. Le cosmos n'offre aucune garantie. Les lois de la physique ne comportent pas de clauses garantissant la survie des espèces intelligentes. L'univers ne nous est pas favorable. C'est indifférent. Que l'humanité prospère pendant 1 million d'années ou disparaisse au cours du siècle prochain, les étoiles continueront de brûler. Les galaxies continueront de tourner. Le fond diffus cosmologique continuera de se refroidir jusqu'au zéro absolu. L'univers ne remarquera pas notre absence. Elle n'a pas remarqué l'absence des civilisations qui auraient pu nous précéder. Cette indifférence n'est pas une raison de désespérer. C'est une raison d'urgence. Si l'univers se fiche de savoir si nous survivons, alors notre survie est entièrement de notre responsabilité. La réponse au paradoxe de Fermi, quelle qu'elle soit, ne nous sera pas apportée par le cosmos. Elle sera écrite par les choix que nous ferons au cours des décennies et des siècles à venir. En gérant les technologies que nous avons créées, en étendant notre présence au-delà d'une seule planète vulnérable, en développant la sagesse à la hauteur de la puissance que nous avons déjà accumulée, et en devenant la civilisation qui brisera enfin le silence ou la prochaine allumette qui s'éteint dans une pièce vide. Certains chercheurs trouvent de l'espoir dans le silence. Si nous sommes seuls ou presque seuls, alors la rareté de notre existence rend chaque vie humaine cosmiquement précieuse. Nick Bostrom a soutenu que l'absence de vie sur Mars serait en réalité une bonne nouvelle pour l'humanité, car cela suggérerait que le grand filtre est derrière nous. Si Mars est stérile, si la vie n'est jamais apparue, même sur une planète qui a jadis possédé de l'eau liquide et une atmosphère dense, alors l'abiogenèse est extraordinairement difficile, et le succès de la Terre relève presque du miracle. Ce miracle s'est déjà produit. L'étape la plus difficile est passée. D'autres constatent le contraire. Chaque nouvelle exoplanète découverte dans une zone habitable, chaque détection de molécules organiques dans l'espace interstellaire, chaque signe que les ingrédients de la vie sont communs, rend plus difficile de croire que l'abiogenèse soit le filtre. Si la vie surgit facilement, alors le filtre doit se trouver ailleurs. Et si elle ne se trouve pas à l'origine de la vie ou à l'origine des cellules complexes, il est de plus en plus probable qu'elle se situe quelque part devant nous. Quelque part dans la transition entre les espèces intelligentes et la civilisation interstellaire durable. Quelque part que nous n'avons pas encore atteint. Voici l'évaluation la plus honnête de notre situation. Nous ne savons pas où se trouve le filtre. Nous ignorons si nous avons déjà franchi l'étape la plus difficile ou si celle-ci nous attend encore au siècle prochain. Nous ignorons si l'intelligence est une rareté cosmique ou un phénomène courant qui s'autodétruit systématiquement. Nous ignorons si ce silence signifie que nous sommes précieux ou s'il signifie que notre tour viendra. Ce que nous savons, c'est que nous existons à un moment où l'issue n'est pas encore déterminée. Le grand filtre, s'il nous attend, ne nous a pas encore réclamés. Le silence du cosmos n'est pas encore notre silence. Nous sommes toujours là, toujours en feu, toujours en quête de sens. Fermi posa sa question pendant un déjeuner en 1950. Il y consacra moins d'1 heure ce jour-là. Il ne pouvait pas savoir que 75 ans plus tard, avec beaucoup plus de données, des télescopes plus puissants et des modèles plus sophistiqués, nous n'aurions toujours pas de réponse satisfaisante. Mais peut-être que l'absence de réponse est en elle-même la découverte la plus importante. Car au cœur du paradoxe de Fermi se cache une constatation simple et dévastatrice. L'univers mène l'expérience de l'intelligence depuis 13 milliards d'années. Le résultat, pour autant que nous puissions le constater, est le silence. Soit l'expérience réussit rarement, soit elle dure rarement. Les deux résultats ont la même implication pour nous. Que ce que nous avons, cette brève fenêtre de conscience, ce siècle unique de visibilité électromagnétique,
cet intervalle fragile entre la découverte du feu et l'invention des armes capables de tout anéantir, n'est pas assuré de se poursuivre. Ce n'est pas une affection permanente. C'est un instant, et les instants, par nature, ont une fin. La question n'est pas de savoir si notre moment prendra fin. Tout a une fin. Les étoiles s'éteignent. Les galaxies se dispersent. L'univers lui-même pourrait finir par atteindre un équilibre thermique et tomber dans un silence tel que le silence actuel semblera, par comparaison, une véritable symphonie. La question est de savoir si notre moment dure suffisamment longtemps pour avoir une signification. Assez longtemps pour laisser une trace que le prochain match, s'il y en a un, pourrait voir. Assez longtemps pour répondre à la question de ferme, non pas par le silence, mais par la preuve qu'au moins une fois, sur au moins une planète, une espèce a allumé une allumette et l'a maintenue allumée. La pièce est sombre. Il a toujours fait sombre. Et quelque part dans ces ténèbres, une flamme solitaire brûle. Il est petit. Il est fragile. À l'échelle de la pièce, la combustion a duré moins d'un instant. Il ignore combien de temps il lui reste. Elle ignore si une autre flamme a brûlé avant elle ou brûlera après elle. Mais il brûle maintenant. Et pour l'instant, c'est tout.